Salut, je m'appelle Justine et je suis en seconde. La vie de lycéen est difficile et stressante, non? Mais j'ai aussi de la chance de faire partie du trio parfait, avec Harmonie et Camille. Même si c'est super d'être leur amie, c'est parfois compliqué, surtout que je ne suis pas aussi confiante qu'elle. En comparaison, je me trouvais ennuyeuse et terne. Mais il s'est ensuite produit quelque chose de dingue. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'aurais jamais cru que des mecs pourraient détruire notre amitié solide. Je n'étais pas courageuse, avec un élan fou d'indépendance comme Harmonie. Son objectif après le lycée est de partir en Thaïlande en sac à dos, toute seule. Camille a du caractère, elle est excentrique et sûre d'elle. Elle dirige le club de théâtre de notre lycée. Oui, c'est le genre de personne qui n'hésite pas à mettre des couleurs criardes ou à porter 3 pinces dans les cheveux. Je n'étais pas comme elle. Moi, j'étais timide. Ma timidité faisait que je n'avais jamais avoué à Logan que j'avais un coup de cœur pour lui. Logan est le genre de lycéen parfait. Il est beau, drôle, intelligent et sportif. De toute évidence, il n'aimerait pas une tocarde comme moi. Alors il fallait que je trouve un bon moyen de gérer mes propres émotions. J'ai scellé mes sentiments pour lui dans une lettre d'amour. Et bien sûr, il était censé ne jamais la voir. J'essayais d'éviter Logan autant que possible. Mais un mois plus tard, j'ai réalisé qu'Harmonie en pinçait pour lui aussi. Elle n'avait pas peur de le dire à tout le monde et lui a avoué ses sentiments. Ce que je n'aurais jamais osé faire. Elle me cédait toujours des choses et me protégeait en toute situation. Donc la seule chose que je pouvais faire pour elle était de rester en retrait. Alors j'ai écrit une lettre d'amour à Logan en disant « De ta période cheveux tombants à la manière dont tu plisses le nez lorsque tu éternues, je t'ai toujours aimé, Logan. Toujours. Je t'aime plus qu'Harmonie ne t'a aimé et ne t'aimera jamais. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis une personne horrible. J'adore ma copine Harmonie et je veux qu'elle soit heureuse. Et si c'est avec Logan, alors soit. J'ai juste besoin de lui écrire une dernière lettre d'amour pour gérer mes sentiments pour lui. Puis ensuite, j'ai scellé la lettre et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau pour être sûre que mes sentiments soient en sécurité. Très vite, Harmonie et Logan sont sortis ensemble. Et les voir ensemble était très douloureux. Mais je suis une fille timide, donc ce n'est pas difficile de faire semblant d'être contente pour eux et de cacher mes vrais sentiments. Mais quelque chose d'encore plus désastreux s'est produit. Un jour, on était en sortie camping avec le lycée et Logan était assis avec nous dans la tente. C'était vraiment gênant quand Camille est allée appeler un mec en FaceTime sur son téléphone, me laissant ainsi avec Logan et Harmonie. C'est ce qu'on appelle tenir la chandelle. Il y eut de gros blancs. Et j'ai dû trouver une excuse pour sortir. Je ne pouvais même pas croiser son regard. Mauvaise idée. Dehors, il faisait noir et froid et j'étais seule, en espérant que Camille reviendrait vite. Mais soudainement, j'ai senti une forte poigne m'attraper le bras et m'attirer. C'était Logan. Que faisait-il? Logan? Oh, tu retournes à ta tante? Marmonnai-je. Oui, Justine. Je ne veux pas être seule avec Harmonie. C'était gênant. Oh, vous êtes assez grand pour ça. Ne sois pas timide. J'ai essayé de sortir une petite blague en lui faisant un clin d'œil. Non, je t'aime toi. Et depuis toujours. Je ne pensais pas que tu m'aimais. Tu n'es pas facile à décrypter. J'ai eu tes lettres. Il s'est penché pour m'embrasser. Pendant un instant, je me disais que c'était génial. Mais j'ai vite déchanté et l'ai rapidement repoussé. Je ne pouvais pas faire ça à Harmonie. Quand on est rentré le lendemain matin, j'ai couru dans ma chambre et j'ai découvert que mon tiroir était vide. Quelqu'un avait trouvé les lettres et les avait envoyées à Logan. Je ne pensais qu'à ça. J'avais peur qu'Harmonie la prenne et que notre amitié soit détruite. Malheureusement, mon rejet n'était pas suffisant pour arrêter Logan. Les jours suivants, il continuait de me solliciter en sortant de cours, à la cantine, dans mon salon, et essayait de me convaincre qu'il n'y avait rien de mal à nos sentiments. Ça devenait si pressant qu'au final, je lui ai dit que je sortais avec Robin, un mec de ma classe. Heureusement, Robin avait rompu avec sa copine il y a peu. Alors il a accepté de faire semblant d'être mon copain, pour le faire croire à Logan et rendre son ex jalouse. Avoir Robin sous la main était une bonne chose. Il a trouvé un plan de génie pour que je dise à Logan que les lettres d'amour faisaient partie de nombreuses que j'avais écrites pour un devoir d'anglais. Et que la vérité était que Robin est mon petit copain dans la vraie vie. Logan ne le croyait pas, jusqu'à ce qu'il voie Robin m'emmener au match de basket où Logan jouait. C'était gênant, car Harmonie l'encourageait, et elle semblait inconsciente du fait qu'il n'arrêtait pas de me regarder.
Quand Robin m'a pris la main et m'a embrassé sur la joue, Logan a loupé le panier. Et le ballon a atterri dans la foule. Logan a continué de me harceler après ça. Mais il sort toujours avec Harmony. Je me sens mal. Mais j'espère qu'Harmony comprendra par elle-même la vérité sur Logan. Si je lui dis la vérité, j'ai peur qu'elle prenne son parti au lieu du mien. Car l'amour rend aveugle. Pour continuer notre jeu, Robin a posté une photo de nous deux sur son Facebook. Et il m'a envoyé une demande de relation de couple. Même si je sais que c'était juste pour embêter son ex-copine, ça me plaisait aussi. Après avoir cliqué sur accepter la demande, Camille est arrivée en furie chez moi en colère et m'a dit « Comment tu as pu me faire ça? Robin est à moi! Pourquoi il faut que tu piques les 2 copains de tes meilleurs amis ?» J'ai répondu « C'est pour de faux, on fait semblant pour rendre son ex jalouse. Et je ne savais pas que tu avais un coup de cœur pour lui. Et tu veux dire quoi par 2 copains? Ne joue pas la fille naïve. J'ai vu tes lettres. Tu es vraiment quelqu'un de faux. Tu ne mérites pas notre amitié ni l'amour de qui que ce soit, dit-elle en me criant dessus. Et j'étais complètement choquée. C'était donc Camille qui avait volé mes lettres pour les envoyer à Logan. C'était mon secret, pas le sien. J'étais tellement en colère qu'elle m'ait fait ça. Alors oui, elle avait trouvé les lettres, mais elle aurait pu m'en parler d'abord, au lieu d'aller lui envoyer dans mon dos. Elle m'a crié dessus en me disant que j'étais une fausse amie horrible et qu'elle pensait que Logan méritait de savoir à quel point j'étais fausse, d'avoir des sentiments pour le copain de ma meilleure amie. Elle est partie et je suis maintenant dans une belle galère. Je n'ai jamais voulu ça. Je veux simplement une vie tranquille avec mes meilleurs amis. Je ne sais pas comment je suis censée me sortir de cette situation, sans que mes 2 amis me détestent. Quand j'étais au lycée, toutes mes amies sortaient avec quelqu'un. Sauf moi. Ouais, j'étais la seule célibataire. Et ça m'ennuyait vraiment. Je voulais simplement avoir un petit copain. Mais personne n'était intéressé par moi. J'étais trop timide pour faire le premier pas vers mes coups de cœur. Alors j'ai fait croire à mes amis que je préférais être célibataire et qu'il y avait quelques mecs qui me couraient après mais que je n'étais pas intéressée. Clairement, je mentais. Je suis maintenant à la fac dans une autre ville, mais on est toujours toutes en contact. Chaque fois qu'on se parle, elles parlent toujours de leur dernier encart, et ça m'a rendue encore plus jalouse. Je voulais tellement être en couple. Au final, mon heure est arrivée. J'ai rencontré un mec à la fac et on a commencé à se voir. Tout se passait bien jusqu'à ce que je découvre qu'il m'avait trompée avec 3 filles différentes. En une nuit, j'étais dévastée. Mais le pire, c'était qu'il y avait une réunion d'anciens lycéens. Et j'avais dit à mes amies que mon copain viendrait. Elles avaient hâte de le rencontrer, mais maintenant ce n'était plus mon copain. Je l'avais bien largué. Je ne pouvais pas y aller toute seule. Alors j'ai eu une brillante idée. J'allais embaucher un copain. J'ai rapidement fait une recherche Google. Et croyez-moi ou non, mais je n'ai pas mis longtemps à trouver une annonce d'un homme qui se trouvait dans ma ville. Bingo! Ce mec s'appelait Robert et son tarif était de seulement 3 $ par heure. Vraiment pas cher. Je l'ai contacté immédiatement. Et il a accepté d'être mon copain pour une soirée le lendemain. Il avait l'air sympa et je me suis dit que ça marcherait bien. Il est venu me chercher chez mes parents le lendemain. Et j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Il était vieux. Vieux, genre comme mes parents. Mais que pouvais-je faire? J'avais promis à mes amis que j'amenais mon copain. Et je n'avais plus le temps de trouver d'autres solutions. Alors ce mec aurait juste à faire son boulot. C'était vraiment bizarre. On n'avait rien en commun et il n'arrêtait pas de faire des blagues nazes dans la voiture. Je tremblais quasiment quand on est entré dans la salle. Et bien sûr, il m'a pris la main et m'a embrassé la joue devant tout le monde. Mes amis ont couru vers nous. Et Robert s'est présenté en tant que Joris, qui était le nom de mon ex. Je voyais mes amis qui le dévisageaient de haut en bas. Puis Sarah est venue vers moi et m'a murmuré qu'il avait l'air plus vieux que mon père. Je me sentais rougir. Puis les choses ont empiré. Mes amis étaient en train de parler de Taylor Swift et devant tout le monde, il a dit « C'est qui? C'est une de tes amies ?» Puis il y a eu une vieille chanson des années 80 et il s'est mis à faire les pas de danse les plus ridicules. J'avais tellement honte. J'ai voulu courir aux toilettes mais il m'a attrapé la main et m'a fait danser avec lui. J'avais hâte de rentrer chez moi. Mes amis ne s'en remettraient sûrement pas. On a fini par s'en aller et en partant, j'ai entendu mes amis éclater de rire. Il m'a ramenée chez moi et je l'ai payé. Je me sentais si gênée et j'espérais ne jamais avoir à le revoir. Mais le lendemain, j'ai eu un texto. C'était Robert. Il m'a dit qu'il s'était bien amusé et m'a demandé si je voulais qu'on refasse ça. Mais gratuitement cette fois. Je n'y croyais pas.
Ce vieux m'appréciait et voulait qu'on sorte ensemble. J'ai essayé d'être aussi gentille que possible en lui disant que j'étais trop occupée et que je lui souhaitais bonne continuation. Enfin oui, c'était un mec sympa. Mais il était bien trop vieux pour moi. Quelques mois plus tard, Sarah fêtait ses 19 ans. Et c'était la fête de l'année. Il était hors de question que je laisse mes amis se moquer de moi encore une fois. Elle me taquinait toujours sur mon vieux copain. Cette fois, j'étais déterminée à trouver un mec canon et jeune pour être mon copain. À ce moment-là, il y avait tellement d'annonces en ligne pour ça que c'était facile de trouver quelqu'un. J'ai tout de suite été attirée par ce mec, Charles. Il m'a envoyé plein de photos et m'a même demandé si je voulais faire un appel vidéo. Après l'avoir vu en FaceTime, je me sentais très chanceuse. Il était presque trop bien pour être vrai. Et ça m'a fait douter de son tarif. Mais il m'a dit « C'est toi qui choisis le prix, princesse ». Je n'arrêtais pas de penser à lui et peut-être qu'il m'appréciait aussi. Avais-je fini par rencontrer un mec sympa de mon âge? Je l'ai rencontré juste avant la fête et j'ai vu immédiatement que son physique était à la hauteur. Il était encore plus canon en vrai. Et quand mes amies l'ont vu, je voyais comme elles étaient jalouses de moi. Elles avaient quasiment des émojis de cœur qui leur sortaient des yeux. Je me contentais de sourire, je les avais enfin impressionnées. Mais ensuite, quand on dansait, la musique s'est soudainement arrêtée. Et au milieu de la foule, une de mes amies est venue vers moi et m'a dit qu'elle devait me parler. Puis s'est tournée vers Charles en souriant. Elle a dit qu'elle avait déjà vu Charles avant. J'étais figée. Je lui ai demandé où elle l'avait rencontré. Et elle m'a fait un clin d'œil en me disant que ça avait été son faux petit copain il y a quelques mois. Je voulais littéralement que le sol m'engloutisse. Toutes mes amies se sont moquées de mes fausses apparences. Soudainement, Charles m'a défendue. Il a dit que c'était vrai qu'il était un copain à louer, mais qu'en fait il m'aimait déjà et que notre relation était sérieuse. Waouh, je sentais mon cœur fondre. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi. Mes amis étaient choqués. Après ça, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Et il était tellement adorable avec moi. Je n'avais jamais été si heureuse. Et évidemment, il a arrêté son boulot de copain à louer immédiatement. Cependant, les problèmes ont continué. Il m'a invitée chez lui un jour pour rencontrer ses parents. Et quand il m'a présentée à son père, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Son père était Robert. On a fait comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Mais honnêtement, je ne pouvais même pas regarder sa femme dans les yeux. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais le fait que son mari ait des sentiments pour moi me faisait ressentir de la culpabilité. Comment est-ce possible que le père et le fils aient fait le même boulot? C'était vraiment le moment le plus gênant de toute ma vie. Plus tard ce soir-là, après être rentrée chez moi, Robert n'a pas arrêté de m'appeler. Mais je n'ai pas décroché. Que voulait-il me dire? Peu importe ce qu'il voulait, je m'en fichais. Je ne voulais pas lui parler. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'adore Charles et je ne veux pas le perdre. Je m'appelle Marie, et je ne suis qu'une étudiante ordinaire de 21 ans. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon histoire commence assez normalement. J'ai eu un énorme béguin pour un type qui était en dernière année de lycée. Il s'appelle Owen et il est drôle, gentil et extrêmement séduisant. Je l'ai remarqué depuis ma première année ici, mais ce n'est que récemment que je pense qu'il a commencé à me remarquer aussi. La vie à l'université a fait que nos chemins se sont croisés sur le campus, au café, dans les couloirs, à la bibliothèque et lors des fêtes de l'université. Il connaissait donc au moins mon nom. Ce n'est donc pas le genre de coup de foudre pitoyable quand ils ne savent même pas que tu existes. Maintenant, chaque fois qu'ils me voient dans ces endroits, nous nous sourions et nous nous disons salut. Et ses yeux restent toujours plus longs sur moi d'une fraction de seconde. J'ai vraiment pensé que ses regards persistants signifiaient qu'il avait aussi le béguin pour moi et que j'avais une chance avec lui. J'avais déjà fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl au lycée. Mais au début, je n'étais pas sûre de vouloir rejoindre l'équipe à l'université, tant ma charge de travail était intense. Mais Owen était un grand fanatique de sport. Et il fait partie de l'équipe de football. Alors j'ai rejoint l'équipe de Pom Pom Girl pour avoir une excuse pour être proche de lui, car l'entraînement des Pom Pom Girl avait le même horaire que celui de l'équipe de football. Mon plan a fonctionné, et nous avons commencé à parler davantage. D'accord, ce n'était que de petits bavardages, des trucs du genre « Hey, comment s'est passé l'entraînement ? Et c'est le temps idéal pour s'entraîner, n'est-ce pas ?» Ils n'ont peut-être pas gagné le prix de la conversation de l'année, mais c'était un début. De plus, lors de ces discussions, en sueur de fin d'entraînement, je ne suis pas au top de mon charme, car il est difficile de rester mignonne quand mes cheveux sont collés sur mon front. Parler avec lui m'a donné un frisson et m'a empêché de dormir cette nuit-là. Pour fêter leur excellent classement de la saison, l'équipe de football a organisé une fête. Bien sûr, ils avaient invité les Pom Pom Girls, mais en tant que nouvelles,
J'étais nerveuse à l'idée d'y aller car je ne connaissais pas très bien les gens. Après l'entraînement, je rentrais chez moi quand une voix familière m'a crié « Attends !» derrière moi. Je me suis retournée pour voir que c'était Owen. Même si j'étais heureuse, je ne pouvais pas me débarrasser de l'intuition d'être observée. J'ai regardé un peu à droite et j'ai vu qu'une femme dans une voiture de luxe noire me regardait. Mais dès que je l'ai aperçue, elle a remonté la vitre de la voiture et a regardé ailleurs. C'était un peu étrange, mais je ne pouvais pas m'en soucier moins, car mon béguin se tenait juste devant moi. « Tu viens à la fête, hein ? Amène tes amis aussi. Plus on est nombreux, plus on rit. » m'a souri Owen. Je suis restée là étourdie, mais j'ai réussi à faire un signe de tête et un « ouais, bien sûr ». Il s'est vite éloigné mais n'a pas oublié de se retourner pour me dire « à ce soir ». Mes jambes étaient gelées et j'ai dû m'appuyer sur le mur le plus proche pour m'équilibrer. Est-ce que c'était réel ? Je me suis pincée, c'était tout à fait réel. Owen vient techniquement de me demander de sortir avec lui, non ? Puis j'ai remarqué quelque chose. Owen est monté dans le côté passager de la voiture noire avec l'étrange femme qui me fixait. C'était bizarre, je veux dire, qui était-elle ? C'était peut-être sa tante ou quelque chose comme ça. Et elle me fixait bizarrement juste parce qu'il lui avait tout raconté sur moi ? L'explication a pris le dessus sur mon malaise. Je me suis précipitée à la maison pour pouvoir choisir ma tenue. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie Lena. Owen m'a dit d'amener une amie et qui d'autre aurais-je amené ? Lena est ma meilleure amie. Nous sommes inséparables. Elle est souvent assise sur les bancs à attendre que je finisse mes entraînements de pom-pom girl. Et elle me sourit quand elle voit Owen me parler. J'ai dit à Lena de venir me chercher. Je ne voulais pas conduire parce que je pense que je partirai avec Owen plus tard de toute façon. Et si c'est le cas, Lena pourrait conduire elle-même. Nous sommes arrivés à la fête de l'université. Tout le monde s'amusait. Lena s'est rapidement intégrée à la piste de danse. J'ai essayé d'en profiter aussi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi. À la recherche de Owen, la seule raison pour laquelle j'étais là. En rôdant, j'ai aussi rencontré un gars très mignon qui n'arrêtait pas de me regarder. Malgré le fait qu'il soit mignon, mon regard cherchait Owen. Après ce qui semblait être 10 tours de la maison encombrée, j'ai finalement trouvé Owen. Il entre avec une coupe rouge à la main, en saluant tout le monde sur son chemin. C'est comme s'il avait un aura autour de lui. Il est tellement sexy. Il s'est dirigé vers moi et a été très amical. Puis Lena est apparue à mes côtés et m'a serré dans ses bras. Owen a posé à Lena plein de questions, ce que j'ai trouvé gentil. Il faisait un effort avec mon ami, ce qui le rendait si prévenant et poli. Maintenant que je savais que Owen était là, je pouvais enfin me détendre et profiter un peu de la fête. Puis je suis allée dans le jardin pour chercher de la bière pour Lena et moi. Je suis revenue à l'intérieur en portant les bières. Lena avait bougé alors je suis partie à sa recherche. C'est là que je l'ai trouvée en train d'embrasser quelqu'un dans l'escalier. Tout d'abord, je me suis sentie excitée pour elle. Ma meilleure amie embrassait un joli garçon. Mais ensuite, j'ai réalisé que le garçon qu'elle embrassait avait le même jean en dénime délavé que Owen. Et les mêmes cheveux parfaitement coiffés. Attendez une minute. C'était Owen! Ma meilleure amie au monde embrassait le garçon que j'aimais. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber les bières. Et j'ai couru dehors en larmes. Je me suis assise sur le trottoir en me sentant dévastée. Comment Lena a-t-elle pu faire ça ? J'ai levé les yeux en larmes et j'ai remarqué que plus haut sur la route, il y avait un véhicule de luxe noir garé. C'était bizarre, était-ce le même véhicule qu'avant ? Je suis allée à la fête de l'équipe de football, certaine que j'allais enfin me brancher avec mon béguin Owen. Seulement j'ai trouvé Owen en train d'embrasser ma meilleure amie Lena. Maintenant j'étais assise dehors sur le trottoir et je me sentais mal. Cette soirée était nulle. J'ai fixé le véhicule noir. Pourquoi me suivait-il ? Peut-être que je devrais aller voir. Soudain, une main m'a tapoté l'épaule. Effrayée, je me suis retournée et j'ai vu que c'était Owen. « Merci beaucoup, Marie, de m'avoir arrangé un rendez-vous avec Lena. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te rendre l'appareil. Pourquoi pas un déjeuner dimanche, ce sera mon cadeau. » Il a fait un clin d'œil puis il est parti. Je suis restée assise là, bouche bée. Était-il sérieux ? Il n'avait même pas remarqué que je pleurais. Quel connard ! J'avais l'impression que j'allais exploser. Mes sanglots ont augmenté. Je me suis sentie rejetée. Alors ça veut dire qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait Lena ? Est-ce qu'il m'avait jamais aimée ? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ? Pire encore, Lena sait que j'ai un énorme béguin pour lui. Mais elle l'a quand même embrassé ? Je me suis sentie si trahie. J'ai perdu mon béguin et ma meilleure amie dans la même nuit. Cette fête était terrible. Soudain, je me suis souvenue du véhicule noir. Alors j'ai regardé où il se trouvait. Seulement, il n'était plus là. J'ai haussé les épaules. J'avais des choses plus importantes à régler que de simples bizarreries dans une voiture de luxe.
Les larmes ne s'arrêtaient pas, j'étais en fait une cascade. Je les ai essuyées avec mon bras, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, un type. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» me demanda-t-il. À travers des yeux flous, j'ai réalisé que c'était le mec mignon qui m'avait fait la cour tout à l'heure à la fête. J'étais trop bouleversée pour lui répondre. Alors je suis restée assise là à pleurer et à frissonner, ce qui n'était pas beau à voir. Il a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes épaules. « Je ne peux pas te laisser mourir de froid sur ma conscience », a-t-il souri. Son sourire était contagieux et même à travers mes larmes, je me suis retrouvée à sourire aussi. « Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas le laisser gâcher ta soirée. Tu es là maintenant, alors tu devrais passer un bon moment. » Ce type avait raison. Lena et Owen passaient certainement un bon moment. Alors pourquoi devrais-je être seule assise misérablement ici? Je n'avais plus besoin de Owen ou de Lena. J'étais à cette fête minable maintenant. Et je n'avais pas ma voiture avec moi. Alors j'étais coincée ici, autant en profiter. Allons boire un verre, ai-je lancé. J'ai essuyé mes larmes et le gars m'a aidé à me relever et nous sommes entrés. Jackpot pour moi. Il est très mignon. Il s'appelle Nick et il est ami avec un des gars de l'équipe de football. J'ai passé le reste de la soirée avec Nick. Nous avons dansé et joué à des jeux d'ambiance. Il s'est avéré que j'étais nulle au beer pong. Alors j'ai fini par être assez ivre de toute la bière que j'avais bue. Je me sentais fatiguée et je voulais rentrer chez moi. Mais comment diable pourrais-je m'asseoir dans la même voiture que cette traîtresse de Lena? C'est le trajet en voiture le plus pénible de tous les temps. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Puis Nick m'a proposé de me ramener chez moi. J'ai fait semblant d'être timide, mais j'ai accepté. Je veux dire, qui pourrait lui dire non? En plus, il m'avait remonté le moral ce soir. Je lui ai donné l'adresse et je me suis assoupie un peu sur le siège arrière. Puis je me suis réveillée juste à temps pour lui dire de tourner à gauche au prochain carrefour et juste après, ce serait ma maison. Mais à ma grande horreur, il a accéléré et l'a dépassé. Confuse, je lui ai dit que nous devions faire demi-tour. Mais il m'a ignorée et a souri. J'ai paniqué puis je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, il a répondu au téléphone. J'ai entendu une voix féminine à l'autre bout. Je suis restée silencieuse pour écouter, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il a répondu. « Oui, je l'ai ici, nous sommes en route. » Est-ce que j'ai vraiment été kidnappée? Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai pensé à appeler ma sœur pour qu'elle vienne me chercher, et je sortirai de la voiture à un feu rouge. Je l'ai appelée et je lui ai chuchoté la situation, et je lui ai demandé de venir me chercher à la station-service que nous allons passer. Je n'ai pas encore raccroché, j'ai dit à Nick. J'ai dit à ma sœur que si tu ne me libères pas maintenant, elle appellera la police. Il avait l'air ahuri. Mon plan a un peu fonctionné, mais pas assez pour qu'il arrête la voiture. J'ai dû passer au plan B, sauter de la voiture. Jusqu'à la station-service. Il y avait 3 feux rouges et je devais me préparer à sauter. Sinon, on arriverait sur l'autoroute et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le premier feu était vert. Le deuxième, j'avais les mains sur la poignée de la portière. Mais j'avais trop peur pour l'ouvrir. Le troisième, je devais le faire maintenant ou jamais. À l'approche des feux, j'ai fermé les yeux et j'étais sur le point de le faire. Puis il a soudainement tourné à gauche. J'ai paniqué. Il a arrêté la voiture et m'a dit de sortir. Confuse, j'étais figée. Puis son téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu la photo de l'appelant. C'est une femme, elle me semble un peu familière. Lorsque le téléphone a sonné, il m'a ordonné de sortir à nouveau. J'ai rapidement ouvert la porte et je suis tombée par terre. Il est parti immédiatement. J'ai pleuré au téléphone avec ma sœur. Et à travers ma peur, j'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer. Avec mes mains tremblantes, j'ai réussi à partager avec elle ma position. Puis j'ai marché pour essayer de trouver un endroit bien éclairé pour l'attendre. J'étais en état de panique totale jusqu'à ce que je rentre chez moi. En retrouvant mes esprits, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes idées. Et je me suis demandé pourquoi il m'avait fait ça. Puis il m'est venu à l'esprit que la personne qui appelait était la femme dans la voiture de luxe noire que j'avais vue cet après-midi-là. Alors cela signifie que tout cela a un rapport avec Owen. Est-ce parce qu'elle pensait que j'étais la petite amie de Owen ou un truc comme ça? Mais quand elle a découvert que je ne l'étais pas, elle a ordonné ma libération? Si Owen a quelque chose à voir avec ça, cela signifie que Lena pourrait maintenant être en danger? Dois-je la prévenir? Ou est-ce maintenant le problème de cette traîtresse et non le mien? Je suis en colère contre elle, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Que dois-je faire maintenant? On dit souvent que l'amour est compliqué. Eh bien, j'aurais aimé y penser avant de me lancer dans cette ridicule histoire d'amour. Tout a commencé lorsque mon ami Benjamin m'a demandé de l'aider à écrire des lettres à son béguin Cynthia. Vous voyez, je suis un assez bon écrivain,
et je sais que j'aurais des ennuis si les gens l'apprenaient. Mais parfois, mes camarades de classe me paient pour les aider à faire leurs devoirs, surtout les dissertations. Alors, quand Benjamin m'a demandé de l'aider à séduire Cynthia, qu'il a rencontrée en rejoignant le club de jeu de notre école, j'ai bien sûr accepté. Et non, je ne l'ai pas fait payer. Je veux dire, c'est mon meilleur ami, après tout. Cependant, j'avais un plan. J'étais amoureux de ma voisine Alice depuis qu'elle avait emménagé à côté quand nous étions enfants. Mais je n'ai jamais eu le courage de dire à Alice ce que je ressentais vraiment. Oh, il y avait aussi un petit problème. Alice avait un sérieux béguin pour Benjamin. C'est pourquoi j'étais si heureux d'aider Benjamin à séduire Cynthia. Si Alice voyait que Benjamin n'était plus célibataire, peut-être qu'elle commencerait à me remarquer. Et alors nous pourrions enfin être ensemble. Alors, j'ai accepté d'aider Benjamin. En écrivant cette première lettre, j'ai pensé à Alice et les mots se sont mis à couler. La façon dont ses cheveux brillaient au soleil et ses jolies taches de rousseur. Heureusement, Cynthia avait aussi des taches de rousseur. Je n'étais pas sûr que Cynthia aimerait, mais le lendemain, Benjamin a trouvé une réponse dans son casier, et ça a continué. Chaque jour, j'écrivais une lettre pour Benjamin, et il était clair que Cynthia tombait amoureuse de celui qu'elle pensait être Benjamin. Mais un jour, Benjamin est venu vers moi en courant, et il avait l'air inquiet. Il m'a dit que Cynthia voulait avoir un vrai rencard. Il paniquait parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas faire semblant d'être intelligent et drôle comme il le faisait dans les lettres. Et puis, il m'a dit qu'elle avait demandé s'ils pouvaient réciter de la poésie ensemble, et que j'aurais besoin de le former d'une manière ou d'une autre pour qu'il ne se trahisse pas. Je ferai en sorte que ça marche. Il le fallait. Sinon, je ne serais jamais avec Alice. Juste avant le rencard de Benjamin et Cynthia, Benjamin était chez moi et j'essayais de l'entraîner à lire quelques poèmes. Il était terrible, mais je ne pouvais pas le lui dire. J'espérais juste que Cynthia ne le remarquerait pas. Quand Benjamin est parti, il m'a dit que je devais le suivre à son premier encart au cas où il y aurait un problème. J'étais sur le point d'y aller quand Alice est arrivée et m'a dit que sa famille allait partir au restaurant pour fêter l'anniversaire de son frère ce soir et qu'ils aimeraient m'inviter à les accompagner. Bien sûr, j'ai accepté. J'étais proche de son petit frère. Puis, dans la précipitation, je lui ai dit que je devais y aller et elle m'a demandé où j'allais. Et j'ai dit que j'avais promis à ma mère d'acheter des provisions pour le dîner. J'ai rapidement sauté dans ma voiture et je me suis rendu à l'endroit où Benjamin rencontrait Cynthia. Je lui ai dit que je serais dans les environs en cas d'urgence. De ma voiture, je pouvais voir le restaurant et observer le déroulement du rendez-vous. Au début, ça avait l'air bien. Mais j'étais tellement occupé à les regarder que je n'ai pas remarqué qu'Alice se tenait juste à côté de ma voiture. Quand elle a frappé à ma fenêtre, j'ai eu tellement peur que j'ai failli bondir hors de mon siège. Elle m'a demandé ce que je faisais et où se trouvaient les courses. Soudain, elle a jeté un coup d'œil par-dessus la fenêtre où Benjamin et Cynthia étaient assis ensemble. Oh non, elle a certainement découvert quelque chose. Alors que j'étais complètement gelé, elle s'est retournée vers moi avec ses yeux extrêmement étonnés. « Est-ce que tu traques Benjamin et Cynthia lors de leur rendez-vous ?» Puis elle est montée dans ma voiture et m'a interrogé sans cesse, paniquée. « Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sortent sérieusement ensemble? Pourquoi n'ai-je rien su à ce sujet? Bon sang, Cynthia était ma meilleure amie. Comment a-t-elle pu ?» J'étais perdu pour les mots. Elle m'avait attrapé. Mais je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a dit qu'elle allait venir organiser la fête d'anniversaire ce soir. Toujours en colère. Bref, alors qu'elle était dans ma voiture et que mon cœur se mettait à battre la chamade. Peut-être que c'était ma chance. Peut-être que je devrais lui dire ce que je ressentais. En me tournant vers elle, j'ai remarqué qu'elle regardait mon téléphone. Je l'ai rapidement saisi, mais il était trop tard. Benjamin m'avait envoyé un message et il était affiché sur l'écran. « À l'aide! Quel poème as-tu mentionné dans ta dernière lettre? Elle est sur mon dos. » Il semble qu'Alice ait compris toute l'histoire. Elle a sauté de la voiture si vite que je n'ai même pas pu l'arrêter. Elle a couru vers le restaurant et s'est dirigée tout droit vers Cynthia. Benjamin venait d'aller aux toilettes, donc il n'était pas là. Et comme Alice l'a dit à Cynthia, j'ai vu Cynthia se mettre à pleurer. C'était un désastre. Et puis le pire, Benjamin est revenu et Cynthia a commencé à lui crier dessus. Je suis vite parti. Je ne pouvais pas supporter de regarder. Tout était de ma faute. Le lendemain, quelque chose de fou est arrivé. Je me suis réveillé et j'ai eu une demande d'amis de Cynthia. Je l'ai acceptée et elle m'a tout de suite envoyé un message disant qu'elle était sérieusement amoureuse de moi et qu'elle ne pouvait pas sortir mes poèmes de la tête. Je me sentais tellement coupable. Que ferait-elle si elle découvrait que je pensais à Alice tout le temps quand je les ai écrits? Personne ne savait que j'avais le béguin pour Alice et j'ai décidé qu'il valait mieux que ça reste ainsi. Maintenant que Benjamin ne me parlait plus et qu'Alice était également en colère contre moi parce que j'avais aidé Benjamin, c'était la pire des situations. Même si Benjamin était fâché contre moi, je n'aurais jamais pu sortir avec Cynthia dans son dos. En fait, il ne pouvait pas découvrir que Cynthia m'aimait. Mais plus tard, Benjamin a su que Cynthia m'aimait. Il m'a appelé pour me dire que non seulement j'avais ruiné ses chances, mais que j'avais aussi volé son amour. Super.
Donc j'étais soudain le méchant. Alors que tout ce que je voulais, c'était aider un ami. Ni Alice ni Benjamin ne me parlent plus. Et en même temps, Cynthia m'envoie constamment des messages et me surveille toujours à l'école. Je ne sais pas quoi faire. J'ai perdu mon meilleur ami et mon béguin. Et à la place, j'ai gagné une harceleuse. Alors, tout le monde aime Noël, n'est-ce pas? Croyez-moi, ce n'est pas si génial quand ton patron te vire en novembre. Comment pouvais-je acheter des cadeaux maintenant? J'ai quand même essayé de voir le côté positif. Je détestais ce travail ennuyeux, sous-payé et surchargé de toute façon. Mon ex-patron Adam était le pire. C'est un fou perfectionniste qui me donnait toujours des délais ridicules, se plaignait de chaque petite erreur et flippait si les choses n'allaient pas comme il le voulait. Pas étonnant qu'il soit toujours célibataire à 32 ans. Qui pourrait le supporter? Il ne me manquait pas, ni lui ni mes tragiques collègues lèche-cul. De toute façon, le bon côté, c'est que je pourrais passer toute la période des vacances avec ma famille et mon petit ami Martin en toute tranquillité, sans être dérangé par des emails de travail ennuyeux. En fait, j'ai invité Martin à dîner avec mes parents pour Thanksgiving et j'ai prévu de passer ce week-end confortablement avec mes proches. La veille de Thanksgiving, j'ai fait mes valises. Et j'étais sur le point d'aller chercher Martin quand mon téléphone a sonné. Sonia, je ne pense pas que Thanksgiving soit une bonne idée. Je pense juste que nous avons besoin de prendre nos distances quelque temps. J'espère que tu passeras un bon moment. À bientôt. Quoi? Avait-il rompu avec moi par SMS? Je l'ai immédiatement appelé, mais il avait éteint son téléphone. C'est génial. J'étais coincée à la maison pendant toute la période de Thanksgiving et de Noël, étant sans emploi et sans petit ami. Pour l'empirer davantage, même ma petite sœur Claire avait un petit ami qui l'adorait. C'était tellement injuste. Un soir, mes parents étaient sortis acheter un sapin de Noël, et Claire avait invité son petit ami pour l'aider à installer les lumières et les décorations de Noël. Eh bien, inutile de dire que l'amour était dans l'air. Et cette ambiance festive n'a pas du tout aidé à soulager ma misère. J'ai donc refusé de les rejoindre, et je me suis repliée dans ma chambre. Je me sentais si seule et si malheureuse que j'ai téléchargé Tinder. Je n'avais pas l'habitude d'utiliser des applications de rencontres, mais je me sentais si mal que j'aurais volontiers parlé à n'importe qui. Je n'avais pas envie d'être moi, j'en avais assez d'être moi. Alors j'ai utilisé le faux nom Cristal et j'ai juste mis quelques photos de paysages artistiques. Je pouvais être qui je voulais. Et vous savez quoi? Ça semblait fonctionner, car quelques gars voulaient me parler. D'accord, la plupart d'entre eux s'ennuyaient aussi ou ne cherchaient qu'une seule chose. Mais il y a ce type appelé Carl qui a attiré mon attention. Comme moi, il n'avait pas de photos de lui, mais à la place, il avait des images de paroles de chansons et de citations de films, y compris la citation « Plus vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, moins vous laissez les choses vous bouleverser ». J'adore le film Lost in Translation, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il avait bon goût en matière de film. Et il m'a répondu en complimentant les photos de paysages que j'avais prises. Après ça, nous avons commencé à bavarder jour et nuit. Nous avons parlé de tout, du plus idiot au plus signifiant. En fait, il m'a beaucoup aidé et a rendu la période de Noël supportable pour moi. Tout se passait bien, jusqu'à la veille de Noël. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux Noël, ainsi que « Allons boire un verre ?» Oh non! Même si l'application disait qu'il n'était qu'à quelques kilomètres, je n'étais pas prête pour des rencontres. En fait, j'étais nerveuse à la lecture de son texte. Mon cœur battait la chamade et je me suis inquiétée de ce qu'il penserait de moi lors de notre rencontre. Et s'il ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé? Et s'il serait déçu en me voyant? Pourquoi cela a de l'importance? À moins que j'ai développé des sentiments pour lui? Je ne le connaissais même pas, mais il est certain que je ne pouvais pas encore le rencontrer. J'ai poliment refusé son invitation. Il était d'accord. Puis nous avons continué à parler comme si de rien n'était. J'ai survécu à Noël et puis, pour le réveillon, Claire m'a persuadée d'aller à une fête avec son petit ami et ses amis. Je n'avais pas vraiment envie de m'y joindre, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mettre fin à cette morosité. En entrant, j'étais si occupée à brosser la neige sur mon épaule que j'ai percuté un type. À mon grand effroi, j'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était mon ancien patron, Adam. Pourquoi était-il ici, dans ma ville natale? Il était également choqué, mais il a réussi à me sourire. Mais je lui ai juste lancé un regard furieux. J'ai roulé des yeux. J'ai balancé mes cheveux en arrière et je me suis éloignée. Quel tueur d'ambiance! J'ai pris un verre et me suis assise dans un coin pour éviter de tomber à nouveau sur Adam. Claire m'a trouvée et a essayé de me traîner sur la piste de danse, mais j'ai refusé. Puis elle m'a fait un clin d'œil et m'a dit d'une voix éméchée « Tu as besoin d'un homme sexy pour danser, je reviens tout de suite. » 5 minutes plus tard, elle m'a salué avec excitation et m'a crié dessus « J'en ai trouvé un !» Je voulais juste me cacher le visage avec les mains en la voyant traîner Adam par la main vers moi. Tu parles d'une situation embarrassante. Mais quand même, j'ai marmonné un « salut ». J'ai descendu un coup pour le courage, puis je lui ai parlé. Bon, il s'est avéré qu'il rendait visite à ses grands-parents qui vivaient dans le coin. Et c'était en fait un type dont la conversation était pas mal. Après avoir passé la majeure partie de la nuit à lui parler, il m'a offert un verre puis m'a dit « Je dois admettre qu'après ce regard de mort que tu m'as jeté à l'entrée, j'ai eu peur pour ma vie. »
Mais il s'avère que j'ai pris plaisir à discuter avec toi. Désolée, j'ai rougi. Non, c'est bon. Je serais en colère contre moi aussi si j'étais toi. Te licencier du travail n'avait rien de personnel. Je devais licencier une personne, et je t'ai choisi uniquement parce que je savais que ta compétence y était gaspillée. Ah, merci, je présume. J'ai ri. Allons prendre un autre verre. Ok, alors peut-être qu'Adam n'était pas si mauvais que ça après tout. Et je ne sais pas si c'est à cause de la boisson qu'on avait bu, de l'atmosphère, ou parce que tout le monde autour de nous partageait des baisers de Nouvel An, que j'ai presque eu l'impression qu'Adam avait aussi l'air de vouloir m'embrasser à minuit. Et que moi aussi, je ne l'ai pas évité. Heureusement, il ne s'est rien passé. Je veux dire, ça aurait été bizarre, non? Le lendemain, Adam m'a envoyé un message, disant qu'il m'aiderait à organiser un entretien d'embauche dans une grande entreprise de médias. Waouh, c'est incroyable! Maintenant, je n'avais plus d'excuses pour bouder. J'avais besoin de retourner en ville et de mettre de l'ordre dans ma vie. Seulement, je n'arrivais toujours pas à me sortir Carl de la tête. J'ai deviné que ses sentiments étaient réels. Pour me vider l'esprit, j'ai décidé de me confesser à lui en ligne. Mais il m'a répondu en disant « Je te trouve génial et j'adore parler avec toi, mais j'ai le béguin pour ma collègue. Je suis désolée, mais j'aimerais qu'on reste amis. » Aïe, le rejet fait mal. De retour en ville, je me suis sentie plus seule que jamais. Ouais, j'avais trouvé un nouveau travail et ça se passait bien. Mais j'en avais marre de voir des couples amoureux partout. Pour ne rien arranger, Claire est venue vivre chez moi pendant un certain temps. Et elle est toujours au téléphone, à glousser et à faire des grimaces à son petit ami. Maintenant, je peux même plus échapper aux amoureux dans mon propre appartement. J'ai envoyé un message à Carl, lui demandant simplement de me retrouver ce week-end, pour l'anniversaire de ma mère. Mais pour être honnête, je ne pouvais pas encore l'abandonner. Il changerait peut-être d'avis quand nous nous rencontrions. Ou bien je serais capable de m'en remettre une fois que nous nous rencontrerons. Mais il a inventé une excuse pour me rejeter à nouveau. C'est tout, me suis-je dit, c'est officiellement terminé maintenant. Déprimée, j'ai appelé Adam pour prendre un verre. Il est arrivé en ayant l'air plutôt mignon. Mais la piqûre du rejet était toujours présente à mon esprit. Je me suis confiée à Adam, et je lui ai demandé s'il pensait que Carl était un idiot de m'avoir rejeté. Adam a renversé son verre sur la table et s'est tourné vers moi pour me dire « C'est toi qui es idiote. Pourquoi tu cours stupidement après un gars en ligne? Il n'est peut-être même pas réel. C'est peut-être un pervers de 60 ans. Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux et tu regardes devant toi ?» Puis il s'est levé, m'a pris dans ses bras et il a essayé de m'embrasser. Quoi? J'étais tellement en colère que je me suis éloignée de lui et je l'ai giflé avant de partir. Il était censé être mon ami, pas un type qui ne cherche qu'une chose. J'étais tellement blessée que j'ai pleuré en envoyant un SMS à Carl pour lui raconter ce qui venait de se passer. Mais il n'a pas répondu. Le lendemain, je me suis réveillée avec la tête qui tourne et les yeux gonflés. J'ai vérifié mon téléphone, Adam m'avait appelé, mais rien de Carl. Il devait être trop occupé avec sa collègue de travail, hein. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. Ma sœur a répondu et m'a dit que c'était Adam. Je suis sortie à contre-cœur pour le voir. Je veux dire, je suppose que j'avais besoin de l'écouter au moins. Il se tenait là, l'air penaud, comme il a dit. Je suis vraiment désolée pour hier soir, Sonia. J'étais légèrement ivre et je suppose que j'ai mal lu les signaux. Pour ce que ça vaut, je pense que ce Carl est un idiot de t'avoir laissé partir. Tu es incroyable. Je n'étais pas d'humeur à lui parler, alors je lui ai dit que c'était bon, puis je lui ai dit de partir. J'ai fermé la porte et je me suis jetée sur le canapé. Puis environ 10 minutes plus tard, il y avait de nouveau quelqu'un à la porte. J'ai ouvert et il y avait Adam. Mais cette fois, il avait changé de tenue. Confus, j'ai râlé. « Qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Puis il m'a poliment salué. « Bonjour Cristal, laissez-moi me présenter. Je suis Carl, nous parlons depuis des mois. Je pense que si tu y penses plus, vous saurez qui vous êtes et ce que vous voulez, moins vous laissez les choses vous bouleverser. » Je l'ai regardé bouche bée. Il venait de citer Lost in Translation et il m'avait appelé Cristal. Puis la réalité m'a frappée. Oh mon Dieu! Tout ce temps, Adam était Carl! Je l'ai traîné à l'intérieur. On s'est assis sur le canapé et on a discuté de tout ça. C'est tellement irréel. Il s'avère que le gars que je poursuivais est littéralement juste devant moi. Quelle ironie! J'étais si heureuse que je l'ai embrassé. Et je me suis effondrée en pleurant, en m'excusant. À ce moment-là, ma sœur est sortie de la cuisine, nous a regardés et elle a ri. Tiens, n'est-ce pas l'affreux patron qui t'a viré? Mais surtout, n'est-ce pas le type que je t'ai amené à la fête du Nouvel An? Vous me devez une fière chandelle. Nous avons tous éclaté de rire. Alors oui, après une saison de vacances horrible, je pouvais enfin commencer une nouvelle année prometteuse avec un super boulot et un nouveau petit ami plutôt génial. Je suppose que les choses finissent toujours par s'arranger, non? Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et vous souhaite un bon départ dans la nouvelle année. Les belles filles parfaites sont facilement repérables. Leurs longs cheveux brillants, leur sourire mignon et leur peau sans défaut les font sortir du lot. Eh bien, je ne fais pas partie de ces filles. Je m'appelle Eva, j'ai 15 ans et depuis le début de la puberté,
J'ai une face de pizza. Ça a commencé à mon 12e anniversaire. Je me suis réveillée avec un énorme bouton sur le front. C'était tellement moche que je voulais annuler ma fête et rester au lit. Mais ma mère a sauvé ma journée en mettant une grosse couche de fond de teint dessus. Les mois suivants, d'autres boutons sont apparus partout sur mon front, mon menton et ma mâchoire. Je déteste avoir des boutons, car je me sens dégueulasse. Mais ma mère m'a dit que c'était juste hormonal et que ça disparaîtrait vite. Elle m'a acheté des crèmes anti-acné et de la crème hydratante pour peau grasse. Je les ai utilisées religieusement, mais rien ne s'est amélioré. Ça s'est même aggravé. Ma mère m'a emmenée chez le médecin. Ils m'ont dit que mon acné était dû à une poussée d'hormones durant la puberté et m'ont conseillé d'appliquer la crème prescrite, de continuer ma routine de soins et d'arrêter la malbouffe. En gros, je dois juste vivre avec jusqu'à ce que mes hormones s'équilibrent. Super! J'étais destinée à me sentir comme le monstre dans un film d'horreur. Ce qui n'aidait en rien, c'est que ma sœur Amélie me ressemblait, mais n'avait aucun bouton. Ce n'était pas juste. Elle avait seulement 1 an de moins que moi. Normalement, son visage devrait être criblé de boutons. Je me sentais inférieure aux autres filles au collège. J'évitais les photos de groupe à tout prix. Je n'attachais jamais mes cheveux pour essayer de cacher mon visage. Et je me maquillais pour essayer de masquer les rougeurs, même si ça m'irritait la peau. Je détestais me regarder dans le miroir, car je méprisais le reflet de cette fille boutonneuse. Les autres enfants étaient parfois si méchants. Une fille avait refusé de s'asseoir à côté de moi en classe, car elle a dit que j'étais sale. J'ai de l'acné, mais ça ne veut pas dire que je ne me lave pas. Quoi ? Un autre s'est moqué de moi à la cantine et m'a dit que je devrais arrêter de manger autant de barres chocolatées. J'étais en train de manger une salade, et je mangeais presque jamais de sucreries. Les gens jugent tellement facilement, c'est vraiment pas sympa. Je voulais absolument devenir une version de moi-même sans acné. Alors j'ai créé un faux compte sur les réseaux sociaux. J'ai mis une photo de moi, mais j'ai utilisé une application pour effacer mon acné. Je pouvais enfin être la personne que je voulais être. Et je me sentais bien. Oui, je sais que je mentais à toutes ces nouvelles personnes, mais c'était seulement à propos de ma peau. Donc ce n'était pas bien grave. C'était génial de parler à des gens qui ne se doutaient pas du tout que ma peau était dégueulasse. Dans cette nouvelle communauté virtuelle, les filles me complimentaient sur mon apparence et les garçons me draguaient. Pour la première fois depuis toujours, je me sentais bien dans ma peau. Puis, Zach m'a écrit. Il était mignon, gentil et adorable. Je suis très vite tombée folle amoureuse de lui. Le problème était qu'il pensait que j'étais cette version de moi-même à la peau parfaite. Il habitait à 1 heure de chez moi et il voulait bien faire la route pour me rencontrer. Mais je trouvais toujours des excuses. En ligne, je pouvais être une version parfaite de moi-même. Mais s'il me rencontrait en vrai, alors il verrait une fille boutonneuse et on ne pourrait plus faire marche arrière. Zach a arrêté de m'envoyer autant de messages et il paraissait distant. Je lui en ai parlé et il m'a avoué qu'il ne pouvait pas continuer ce genre de relation vague. J'ai accepté de le rencontrer, puis je me suis mise à paniquer complètement. Que fallait-il que je fasse maintenant ? Je paniquais en pensant que ma vie était finie. Quand Amélie est entrée dans ma chambre et m'a demandé d'emprunter mon lisseur, c'est là que j'ai eu une idée soudaine. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder mon lisseur si elle me rendait un petit service. Je lui ai demandé de faire semblant d'être moi et d'aller rencontrer Zach. Amélie hésitait un peu au début, mais elle voulait vraiment mon lisseur, alors elle a accepté. Ils se sont vus au parc et j'ai enfilé une casquette et des lunettes de soleil pour les observer derrière un arbre. Zach était encore plus mignon en vrai. Mon plan avait marché car plus tard dans la journée, Zach m'a envoyé un tas de messages pour me dire à quel point j'étais géniale et qu'il avait hâte de me revoir. Il a acheté des places pour le parc d'attractions du coin car il savait que j'adorais les montagnes russes. Le problème, c'est qu'Amélie détestait les attractions. Je ne savais pas quoi faire. J'appréciais vraiment Zach et je ne voulais pas le perdre. Mais il pensait que j'étais Amélie, avec la peau parfaite et tout. J'ai supplié Amélie de rencontrer Zach et de se faire passer pour moi encore une fois. Mais elle a refusé. Apparemment, se faire passer pour moi était bien trop épuisant pour elle. J'ai dû lui donner 20 $, ma robe préférée, et accepter de faire les corvées pendant 1 mois pour la convaincre d'y aller. Je ne pouvais même pas aller les observer cette fois, car je ne pouvais pas me payer une entrée. Pendant qu'ils étaient ensemble, ma sœur m'a appelée en larmes. Son copain Chris et son ami avaient décidé à la dernière minute d'aller au parc d'attractions. Il avait surpris Amélie avec Zach et l'avait accusée de l'avoir trompée, puis il avait renversé sa glace sur ses cheveux.
Elle n'avait pas eu d'autre choix que d'avouer à Zach qui elle était réellement. Mais ni son copain ni Zach ne la croyaient. J'ai dû parler à son copain au téléphone pour lui affirmer le contraire. Puis j'ai dû parler à Zach, qui m'a accusé d'avoir tout inventé. Au final, j'ai dû lui envoyer une photo de moi non retouchée, avec ma sœur pour qu'il me croie enfin. J'ai effacé le numéro de Zach, car je pensais qu'il ne voudrait plus jamais me parler. Surtout maintenant qu'il savait que j'avais une peau dégueulasse. C'était il y a 2 semaines, et c'est difficile. Zach me manque tellement. Mais je ne suis pas une beauté à la peau parfaite. C'est un mec si mignon que naturellement il veut une fille mignonne. Une jolie fille comme ma sœur. Puis quelque chose de dingue m'est arrivé. Amélie est venue dans ma chambre et m'a dit que Zach l'avait contacté sur les réseaux. Il avait réussi à trouver son compte. Et la draguait. Je n'y croyais pas. Il y a quelques minutes, je pensais encore que quelqu'un comme ma sœur serait l'idéal pour lui. Mais pas du tout. Comment pouvait-il passer à autre chose si rapidement et se tourner vers ma sœur? Je sais que j'ai eu tort de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Est-ce que le vrai moi mérite d'être aimé? Ou devrais-je laisser tomber les garçons pendant un moment? Du moins le temps que ma peau aille mieux? Salut, je suis Nina, et j'ai toujours été une mauvaise fille. Je ne respecte pas les règles. Je me fiche de ce que les gens pensent de ma vie, et je fais ce que je veux. On ne vit qu'une fois, et je ne perds pas une seconde à contenter les autres. J'adore les tatouages, et j'en ai plein sur tout le corps. J'ai fait mon premier quand j'avais 16 ans. J'ai économisé l'argent de mon anniversaire pour ça. Et j'ai pris la carte d'identité de ma grande sœur dans son dos. C'était un joli petit cœur violet derrière l'oreille droite. Et puisque le violet c'est ma couleur préférée, donc je l'aimais encore plus. En quelques années, ma collection de tatouages s'est agrandie. J'ai obtenu un job à mi-temps à côté du lycée, puis à la fac pour me les payer. J'adore tous mes tatouages, car ils ont chacun une signification. Le symbole tribal sur mon omoplate signifie que je suis forte. Le dessin avec le bel arbre et les feuilles colorées sur ma cuisse représente à la fois ma croissance en tant que personne et parce que l'automne est ma saison préférée. Le tatouage de la fée Clochette sur mon cou fait référence à mon caractère, une sauvage fille de petite taille. Et le Pégase sur mon bras me rappelle que je peux surmonter les périodes difficiles. J'en ai plus, 18 en fait. Chacun a sa propre signification pour moi, mais ça me prendrait la journée de tous les mentionner. Mes parents détestent mes tatouages, ce qui me pousse à les montrer encore plus. Dès qu'il y a une réunion familiale, je porte une tenue qui montre la majorité de mes tatouages. Ma mère roule généralement des yeux en me voyant, et mon père me dit « Tu aurais pu mettre un gilet !» Vraiment, un gilet. Je ne suis pas une mamie. Un jour, je suis allée voir mon tatoueur pour un petit tatouage sur le poignet. Et j'ai vu un homme aux yeux entièrement noirs. J'ai adoré et je rêvais d'être aussi cool que lui. Le tatoueur m'a vu le regarder et m'a expliqué. Les tatouages de l'œil sont aussi appelés tatouages de la sclère. Et on les fait en injectant de la couleur sous la conjonctive, qui est la membrane transparente qui recouvre la partie mobile de l'œil, et sur le blanc de l'œil. À ce moment, je savais exactement que c'est ce qu'il me fallait pour ma collection de tatouages violets. Mais ça coûtait 1 000 $ par œil. Donc il fallait vraiment que j'économise. J'ai fait autant d'heures supplémentaires que possible. Et j'ai aussi fait un peu de mannequinat. Pour une marque de mode où mon ami travaillait. Je n'ai pas pris la peine de parler à mes parents de mon projet de tatouage de la sclère, car je savais qu'ils paniqueraient. J'en ai parlé à quelques amis. L'un d'eux a pensé que c'était cool, et les autres étaient inquiets à propos des risques. Une amie était si inquiète qu'elle m'a acheté des lentilles de couleur stylée. J'ai commencé à les porter tout le temps. J'adorais voir la réaction des gens à tel point que ça me donnait encore plus envie de me faire tatouer les yeux. Le jour de mon rendez-vous pour le tatouage de la sclère, j'avais peur, mais j'étais excitée. Mon tatoueur m'a rappelé que c'était à vie et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai dit de commencer. C'était la sensation la plus désagréable au monde. Je pensais vraiment que j'allais vomir à cause de la douleur. On aurait dit que des éclats de verre étaient frottés sur mon œil. Cette douleur est apparue 4 fois, pour chaque œil. Mais ce n'était pas le pire. J'étais si inquiète durant la session parce que si je bougeais les yeux d'1 centimètre, la sclère se déchirerait et je perdrais la vue pour toujours. Ensuite, mes yeux étaient endoloris et gonflés. Mais j'étais contente du résultat. Le lendemain, mes yeux étaient si gonflés qu'ils étaient fermés. On aurait dit que j'avais été piquée par un essaim d'abeilles en colère. Puis la teinte violette a commencé à couler sur mon visage. Je pleurais donc littéralement des larmes violettes. J'ai contacté mon tatoueur en panique et il m'a dit que c'était normal et que ça s'arrêterait après quelques jours.
Les jours suivants, le gonflement a diminué, mais parfois ça faisait toujours mal à l'intérieur. Le meilleur moyen de décrire la douleur est qu'on ressent la même chose qu'une migraine lancinante, mais dans les yeux. Je supportais la douleur car le résultat était époustouflant. J'étais si unique et ressemblais à un elfe. Naturellement, mes parents ont totalement paniqué. Parfois, quand ma mère me regarde, elle se met à pleurer. Elle en fait tout un drame, alors qu'il n'y a pas de raison. J'adore aller à des concerts et des festivals de tatouage avec mes amis, car les gens m'interpellent pour me faire des compliments sur mes yeux. On me remarque et j'adore ça. Beaucoup de personnes me demandent si je porte des lentilles. C'est la première question qu'on me pose. Ça me dérange un peu en fait. Ils disent « Oh, j'adore tes lentilles !» Et je réponds « Ce ne sont pas des lentilles !» J'ai bien trop subi de douleurs et j'ai dépensé trop d'argent pour que des imbéciles les confondent avec des lentilles. Après une semaine, un œil allait bien, mais l'autre commençait à rejeter du violet tout le temps. Je rentrais chez moi avec le visage taché d'encre violette. J'avais une douleur continue dans cet œil, et il me faisait toujours mal et il grattait. Ça s'est tellement aggravé que je pleurais même du sang. C'est arrivé en public quelquefois. Et un enfant m'a vu et a pleuré en disant à sa mère que j'étais un monstre. Mon tatoueur n'arrêtait pas de me dire que ce n'était rien. Bêtement, je l'ai cru, car il s'était occupé de tous mes autres tatouages. Puis 2 semaines se sont écoulées. Un matin, je me suis réveillée et je ne voyais rien de cet œil gonflé. Il était totalement fermé. J'ai couru à l'hôpital en panique et on m'a mis des gouttes de stéroïdes pour atténuer le gonflement. Mais ça n'a pas marché. Je ne voyais toujours rien de cet œil. Il se trouve que je n'aurais pas dû faire confiance à mon tatoueur, car en m'injectant de l'encre entre les 2 couches de l'œil, il a injecté de l'encre non diluée bien trop profondément dans cet œil-là. L'œil a donc gonflé et l'encre ressortait. Son manque de professionnalisme en tatouage m'a causé de nombreux séjours à l'hôpital, suite à une hémorragie et une déchirure de la sclère. Je suis maintenant aveugle de cet œil-là à vie. Ma mère pleure toujours quand elle me voit. Les gens changent de trottoir pour m'éviter. Et j'ai tellement manqué de cours avec mes séjours à l'hôpital que je vais sûrement devoir redoubler. J'étais stupide de me lancer dans le tatouage des yeux, sans penser aux éventuels risques. Je me suis naïvement dit que rien de mal ne m'arriverait jamais. Mais quelque chose de mal m'est vraiment arrivé. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, mon reflet me dégoûte. Mon besoin d'avoir l'air unique et différente m'a coûté la vue d'un œil. Et ma beauté naturelle. J'ai fait le mauvais choix. Et je vais maintenant devoir vivre avec. Je sais maintenant que je n'avais pas besoin de me faire tatouer les yeux pour qu'on me remarque. J'étais déjà unique. Mais je ne le savais pas. On est tous spéciaux et différents les uns des autres. Par pitié, acceptez-vous comme vous êtes et ne prenez pas de risques inconsidérés pour changer la manière dont les autres vous voient. Salut tout le monde, je suis Jessica et je veux vous raconter comment j'ai hypnotisé ma belle-mère et comment ça a mal tourné. Ma mère est morte en me donnant naissance. Mon père a rencontré Lydie quand j'étais bébé et elle est très vite devenue ma belle-mère. Le problème est que Lydie est quasiment aussi méchante que la belle-mère de Cendrillon. C'est pour ça que je m'identifiais autant à Cendrillon quand j'étais enfant. Lydie n'a jamais été affectueuse ou aimante avec moi. Jamais. Elle m'oblige à nettoyer, cuisiner, et elle m'a même fait apprendre à me servir d'une machine à coudre pour que je puisse retoucher ces horribles robes à motifs. Je dois être dans ma chambre dès 19h tous les soirs pour qu'elle et mon père passent un moment de qualité ensemble. Quand mon père travaille loin, je dois quand même être dans ma chambre tôt pour qu'elle ait du temps pour elle, ou juste parce qu'elle déteste voir mon visage. Elle prend cette règle bien trop au sérieux. Une fois, j'avais une horrible migraine, donc je suis sortie de ma chambre après 19h et suis descendue pour prendre des cachets. Elle est arrivée dans la pièce et s'est mise à me crier dessus, en me disant que j'étais ingrate. Mon père travaille souvent en dehors de la ville, mais il est tellement aveuglé par l'amour qu'il ne voit pas à quel point elle est méchante. Quand mon père est loin, il lui envoie de l'argent, donc elle m'emmène faire du shopping avec elle pour que je porte ses sacs. Pire encore, elle dépense des centaines de dollars dans des tenues pour elle, alors qu'elle achète les habits les moins chers et les plus vilains pour moi au magasin de fripes. Quand je vois la mère de mes amis, j'ai mal au cœur. Je sais que ce n'est pas la faute de Lydie que ma mère ne soit plus là, mais j'aimerais au moins qu'elle essaye d'agir en tant que mère envers moi, au lieu de me traiter comme une véritable gêne. Je voulais me venger, mais je ne savais pas comment faire. C'est en regardant des vidéos en ligne qu'une pub est apparue pour de l'hypnose pour prendre du poids. Puis me vint une idée. C'était parfait!
Je pourrais me venger en la faisant grossir. Apparemment, ça fonctionnait en reprogrammant le subconscient et la connexion entre le corps et l'esprit. Il y avait plein de commentaires sous la vidéo disant que c'était génial. Lydie était obnubilée par son corps. Elle passait beaucoup trop de temps à se coiffer et à se maquiller. Et elle tournoyait dans l'appartement avec ses longues robes évasées. J'avais en tête de lui faire prendre 10 kilos, qui serait suffisant pour qu'elle prenne une taille ou 2 de plus. Et je savais que ça l'embêterait. C'était le plan initial, mais ce plan s'est retourné contre moi. Méchamment. J'ai commencé à rechercher une vidéo d'hypnose sur le gain de poids immédiat. J'en ai trouvé une, mais cela coûtait 15 $. J'avais économisé mon argent de Noël pour pouvoir m'acheter quelques habits mignons pour essayer de me sortir de mon cauchemar vestimentaire quotidien. Mais je pense que j'avais davantage besoin de cela. Il y avait un message d'alerte avec la vidéo, disant que les instructions devaient être suivies ou cela pourrait devenir dangereux. Je n'ai pas vraiment fait attention à ça. C'était une vidéo, en quoi ça pourrait mal tourner? Persuader ma belle-mère de regarder la vidéo fut facile. Je lui ai fait croire que c'était une vidéo d'hypnose pour devenir riche rapidement, que j'avais achetée dans un magasin d'occasion pour 5 $. Lydie est obsédée par l'argent. Alors ses yeux se sont illuminés en pensant que ça pouvait marcher. Je suis partie de la pièce pendant qu'elle regardait la vidéo puisque je ne voulais pas devenir grosse. Pendant la semaine, elle l'a regardée religieusement. Une semaine était passée et elle n'était pas plus grosse. Je suis allée camper avec mes amis pendant une semaine et quand je suis revenue, toujours rien. Je commençais à penser que j'avais dépensé mon argent pour rien. Je ne pourrais jamais me venger de ma cruelle belle-mère. Mon père est parti travailler à Paris pendant 2 mois. C'était les vacances d'été. Et Lydie ne me voulait pas dans ses pattes. Alors elle a fait payer à mon père un camp d'été pour moi. À des kilomètres d'ici. Je ne voulais pas y aller, mais Lydie avait toujours ce qu'elle voulait. Quand je suis revenue du camp, je suis entrée dans le salon et j'ai vu une femme obèse sur le canapé. J'allais demander qui c'était et pourquoi elle était chez moi. Puis soudainement, elle s'est levée et a dit « Ah, tu es rentrée alors !» C'est là que j'ai compris que la femme obèse était Lydie. Je la regardais la bouche ouverte. J'étais partie seulement 2 mois et elle était passée d'une femme mince d'environ 58 kilos à quelqu'un de plus de 90 kilos. Je ne comprenais pas comment ça avait pu arriver aussi vite. Le pouvoir de cette vidéo a dû être incroyable. « Qu'est-ce que tu regardes ?» me gronda Lydie. « Rien, » dis-je en rougissant. « Eh bien, continue ainsi. » Ma belle-mère était méchante et pas attentionnée, mais je me sentais mal qu'elle ait grossi. Je n'avais pas voulu qu'elle prenne autant de poids. Je savais qu'il fallait que je supprime la vidéo. Alors j'ai attendu qu'elle sorte avec des amis, puis je suis entrée dans sa chambre pour chercher le CD. J'ai regardé dans les tiroirs de sa table de chevet, ils étaient remplis de barres chocolatées et de paquets de chips. Soudainement, j'ai entendu des bruits et j'ai paniqué. Si Lydie m'attrapait en train de fouiller dans ses affaires, elle me tuerait. Quand la porte de la chambre s'est ouverte, j'ai pris une grande inspiration et m'apprêtais à dire mes derniers mots, pour finalement découvrir que c'était mon père, pas Lydie. Il rentrait tout juste de Paris. Il me demandait ce que je faisais ici. Je lui ai montré les tiroirs pleins de snacks. Et j'ai inventé une histoire à propos de mon inquiétude sur la prise de poids de Lydie. Il a commencé à rire et m'a dit qu'il avait parlé avec Lydie en vidéo quand il était parti, et qu'il était au courant. Puis il m'a dit qu'il aimait sa nouvelle taille, et qu'il la trouvait même plus attirante maintenant. Depuis, ma belle-mère a pris encore 10 kilos. Je n'ai jamais vu mon père la regarder aussi amoureusement avant. Lydie semble apprécier aussi, puisqu'elle a un homme qui la gâte et qui la laisse manger tout ce qu'elle veut. Mon plan a complètement foiré. Pire même, Lydie m'emmène maintenant au centre commercial tous les 3 jours pour acheter de nouvelles marques de vêtements, car ses anciennes robes ne lui vont plus. Et bien sûr, je dois porter tous ces sacs lourds. Elle est toujours méchante et me donne des ordres, mais n'est plus aussi méchante qu'avant. Et même, elle m'a enlacée hier. C'était bizarre de recevoir de l'affection de sa part, et j'ai été écrasée contre son ventre flasque. Mais c'était la première fois qu'elle m'enlaçait. Il semble que plus elle prend de poids, moins elle est méchante avec moi. Je n'ai toujours pas dit à mon père ou à Lydie pour la vidéo d'hypnose que je lui ai fait voir. Lydie pense que c'était son choix de prendre du poids. Donc peut-être devrais-je la laisser penser ça? Je n'ai jamais voulu qu'elle prenne autant de poids, mais maintenant c'est fait. Devrais-je la laisser continuer comme ça?
Elle semble beaucoup plus heureuse maintenant. Et parfois, elle me laisse dévaliser les snacks de son tiroir. Salut, je m'appelle Diane, mais tous mes amis m'appellent Dia. Et je suis ici pour vous partager ma folle histoire d'amour. J'ai toujours été fan des comédies romantiques. Quand j'étais enfant, je regardais des films comme Twilight et j'étais impatiente de rencontrer mon Edward. Même si j'étais une romantique dans l'âme, je ne suis sortie avec personne au lycée. Je suis reine de beauté, donc je n'ai jamais manqué d'admirateurs, mais mes parents sont très religieux et ne voulaient pas que je fréquente quelqu'un avant d'avoir fini mes études. J'ai grandi dans un environnement catholique strict et mes parents voyaient le sexe avant le mariage comme un péché. Ma mère était terrifiée que je tombe amoureuse d'un garçon, qu'il me corrompe et que j'ai 3 enfants à 17 ans. Ça ne m'embêtait pas de ne pas avoir de petits copains, car je n'avais jamais rencontré quelqu'un que j'aimais assez. Je savais que mon Edward Cullen se trouvait quelque part. Mais je n'avais aucune idée d'où et de quand j'allais le rencontrer. Ma mère voulait tout contrôler parfois. Elle s'inquiétait que je sorte avec quelqu'un dans son dos. Je l'ai vu à plusieurs reprises regarder dans mon téléphone qu'il n'y ait pas de message de garçon. Un jour, elle est devenue dingue qu'un garçon qui s'était mis avec moi pour faire un projet de classe m'envoie un texto pour qu'on se voie. Je lui ai expliqué que c'était pour l'école et elle a carrément appelé mon prof et a insisté pour qu'à l'avenir, je sois mise uniquement avec une fille. C'était tellement gênant. C'est seulement quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie à l'université que j'ai commencé à réfléchir à l'homme de mes rêves. Mes colocataires m'avaient appelé Cendrillon, car à chaque fois qu'ils frappaient à ma porte de chambre, il y avait souvent une comédie romantique en bruit de fond. Sans mes parents stricts pour me réprimander, j'ai commencé à sortir plus avec mes amis. Je savais que mes parents ne voulaient pas que j'aie un rencard avant d'avoir fini mes études, et même si j'étais une véritable romantique, je n'avais pas l'intention de rencontrer un homme maintenant. Tout a changé le soir où j'ai rencontré Cédric. J'étais à une fête quand il est venu vers moi, m'a dit que j'étais belle et a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. J'étais flattée donc j'ai accepté. On a fini par parler une grosse partie de la soirée et il m'a fait ressentir plein de papillons dans le ventre. À la fin de la soirée, Cédric m'a proposé mon premier encart. Je l'appréciais et je voulais le connaître. Donc j'ai dit oui. Il se trouve qu'on avait beaucoup en commun. On s'entendait si bien et les papillons dans le ventre s'intensifiaient. J'appréciais beaucoup Cédric, mais je savais aussi qu'il était musulman. La religion de quelqu'un ne me dérange pas du tout, mais ma mère est vieille école et est très anti-islamique. Je ne veux pas que vous pensiez que ma mère est quelqu'un de mauvais. Elle ne l'est pas. C'est juste une vieille qui se laisse emporter parfois, et elle a de fausses idées sur les musulmans. Les mois suivants, on a continué à se voir et mes sentiments pour Cédric grandissaient. Puis un jour, il est venu chez moi avec un bouquet de roses rouges et m'a demandé d'être sa petite amie. C'était tellement romantique. J'ai tout de suite dit oui. Cédric m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous adorables et accueillants. Ils se fichaient que je n'étais pas musulmane, car ils voyaient que je rendais Cédric heureux et que c'était ce qui importait. Soudainement, tout paraissait si réel. Maintenant, je devrais dire à ma mère que j'avais brisé la règle du pas de rencard avant la fin des études. Et avec un musulman, plus j'y pensais, plus je paniquais. Mais je savais qu'il fallait que je parle de Cédric à mes parents. Je suis rentrée pour le week-end et au moment du dîner, j'ai rassemblé mon courage pour leur parler de lui. Ma mère a totalement paniqué. Elle était si en colère qu'elle a brisé son vase favori, puis me l'a reproché. Elle a ensuite couru en haut, pleurant à chaudes larmes. Mon père était plutôt détendu. Il m'a enlacée et m'a dit d'écouter mon cœur. Il a dit que ma mère avait besoin de temps pour accepter. Puis il m'a raconté comment il a rencontré ma mère. Ses parents ne l'avaient pas du tout aimée. Mais quand ils ont appris à la connaître, ils ont compris que c'était quelqu'un de bien. Le matin suivant, ma mère refusait de me parler et c'était très maladroit. Elle parlait à mon père comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle a bu un mug entier de café sans même tenir compte de ma présence. Je n'en pouvais plus, alors je suis partie plus tôt. Ça a pris 3 semaines avant que ma mère me reparle. Puis 1 mois de plus avant qu'elle arrête de raccrocher quand je parlais de Cédric. Après 2 mois, elle a fini par m'autoriser à amener Cédric pour qu'elle le rencontre. Je ne peux même pas vous dire comme ça me stressait. Sur la route, je paniquais. Et Cédric me calmait. Il m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur. Et que notre famille et amis nous acceptent ou pas, c'est leur choix. Et malgré tout, que ses sentiments pour moi ne changeraient pas. J'ai compris qu'il avait raison. Si ma mère ne pouvait pas accepter mon choix d'être avec Cédric, peu importe sa religion, eh bien ce serait son problème, pas le mien.
Cédric me rend heureuse, et personne ne devrait avoir à renoncer au bonheur pour faire plaisir aux autres. En accompagnant Cédric à l'intérieur, je tremblais littéralement d'angoisse. À ma surprise, ma mère était polie avec lui. C'était surtout mon père qui parlait, mais ma mère ne disait rien de méchant, et elle avait fait une délicieuse charlotte aux fraises pour l'occasion. À quelques reprises, elle a posé des questions personnelles sur sa religion qui m'ont fait grimacer. Mais il lui souriait simplement et répondait du mieux qu'il pouvait. J'ai compris que c'était quelque chose de compliqué pour ma mère et j'étais contente de l'effort qu'elle faisait. Avant de partir, je suis allée vers ma mère pour lui chuchoter « merci » à l'oreille et lui fis une bise sur la joue. Ça a pris du temps, mais ma mère a fini par accepter Cédric. À ma fête d'anniversaire de mes 19 ans, elle a fait l'effort de lui parler et l'a même présenté comme mon petit ami aux autres membres de la famille. Ça me rendait si heureuse de voir les efforts qu'elle faisait et je voyais comme ça rendait Cédric heureux aussi. Vous vous demandez si j'envisage de changer de religion pour lui? Oui, bien sûr, comme Bella dans Twilight. Je suis prête à tout sacrifier, juste pour prouver que mon amour est inconditionnel. J'ai rencontré l'homme de mes rêves et je ne le laisserai pas partir. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tant que Cédric est à mes côtés, tout sera génial. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et j'ai une histoire un peu étrange à vous raconter. Tout a commencé au lycée. Un jour, avec ma meilleure amie Lise, on se baladait dans le lycée et on a repéré un nouveau garçon. Il était grand, mystérieux et super beau. Et c'est très cliché, mais j'ai tout de suite craqué pour lui. Pour être honnête, toutes les filles du lycée ont craqué pour lui. Mais j'étais bien trop anxieuse pour lui parler. Et je n'aurais jamais pensé à des années-lumière que j'aurais une chance avec lui. C'était vraiment le mec le plus gentil qui soit. Un jour, je l'ai vu aider cette fille en fauteuil roulant. Ça m'a fait fondre. Un soir, j'étais sur Facebook et soudainement son compte est apparu. Il s'appelait Jonah. J'ai épié toutes ses photos comme une folle, mais je n'avais toujours pas le courage de lui envoyer un message. Puis j'ai eu une idée, j'ai appelé Lise pour la supplier de lui parler et d'avoir plus de renseignements sur lui. Ce soir-là, elle a eu une longue conversation avec lui et m'a donné son mot de passe pour que je puisse me connecter et la lire. Ça m'a juste rendu encore plus accro. Le jour suivant au lycée, j'ai remarqué qu'il avait reconnu Lise à la manière qu'il avait de la regarder. Mais malgré ça, nous ne lui adressions toujours pas la parole. Puis j'ai décidé que c'était à mon tour. Et là, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie, que je regretterai probablement toujours. J'ai créé un faux compte avec un faux nom et tout, et puis j'ai commencé à lui parler. Je voulais juste paraître détachée et confiante, pour qu'il m'apprécie. Mais je n'avais pas vraiment réfléchi. Je voyais qu'il m'aimait bien. Notre conversation était fluide. Mais soudainement, il a demandé à voir des photos. Et j'ai paniqué. Je ne pouvais pas faire ça. Je lui ai dit que je lui en enverrais bientôt. Puis j'ai vite ajouté que je fréquentais un autre lycée. C'était dingue. Je le voyais chaque jour à l'école. Et lui ne savait pas qui j'étais. Puis chaque soir, on parlait jusqu'à très tard. Et on est devenus si proches. Même si j'avais créé un faux compte, c'était le vrai moi à qui il parlait. J'étais moi-même. Je sais que ça n'arrange rien. Je sais que j'ai mal agi. Tout cela a duré pendant des mois. Et je me suis sentie prête à lui avouer mon amour. Mais juste avant ça, il m'a dit à quel point il m'appréciait, même s'il ne m'avait jamais vue en vrai. Je ne vous raconte pas comme j'avais des papillons dans le ventre quand il a dit ça. J'étais si heureuse. Mais ça n'a pas duré. Le jour suivant, quand on parlait, il faisait de nouveau comme si c'était un simple ami. J'ai donc fait la même chose, même si je voulais vraiment lui dire que je l'aimais. Je voulais vraiment avouer mes sentiments, et j'en ai finalement eu l'occasion. Notre lycée organisait un concours de talent, et puisque je suis musicienne, j'ai décidé d'écrire une chanson pour déclarer mon amour pour Jonah. Je me suis entraînée pendant des semaines. Puis le jour est arrivé. J'étais si nerveuse en étant debout sur scène. Puis la pire chose s'est passée. Jonah n'était même pas là. J'ai scruté tout le public, mais il n'était pas venu. J'étais dégoûtée. Toutes ces répétitions pour rien. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il soit là. C'est pas comme s'il savait qui j'étais vraiment. Un soir, peu après l'événement, je lui ai donné mon numéro de téléphone, puis il a commencé à m'appeler tous les jours. Et devinez quoi? Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai appelé Lise tout de suite après pour lui dire. Puis elle m'a dit quelque chose qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai par hasard découvert qu'il a une petite amie, dit-elle. Oh, mon Dieu! Je n'y croyais pas. J'étais en colère.
Je l'ai appelé pour lui demander comment il pouvait faire ça. Et il n'arrêtait pas de s'excuser en disant que ce n'était pas du sérieux et qu'elle ne comptait pas pour lui. Je savais qu'il mentait, et j'avais raison. Le pire, c'est qu'il était venu vers moi pour avoir des conseils sur sa relation. Et moi alors, j'étais une simple amie? J'étais tellement blessée, mais je ne lui ai pas dit. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas le perdre comme ami. Mais il a dû savoir qu'il m'avait blessée car un jour il a essayé de venir à mon faux lycée pour s'excuser. Il a demandé à la concierge du lycée s'il pouvait me parler, et elle lui a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici. Puis il m'a ensuite envoyé un message en disant que je lui avais menti. Ensuite, on ne s'est plus parlé pendant 2 mois. J'étais dévastée. Pourquoi lui avais-je menti? Et puis, sorti de nulle part, il m'a envoyé un message disant « Salut ». Donc on a recommencé à parler comme des amis, puis il m'a dit qu'il avait rompu avec sa petite amie et qu'il savait que j'avais menti sur mon lycée, mais qu'il s'en fichait. Il a dit que me parler était tout ce qui comptait pour lui. Mais soudainement, il a changé d'établissement, et j'étais si triste de ne plus pouvoir le voir. Au moins je pouvais lui parler sur Facebook. On a continué de parler et environ 1 an plus tard, il a dit qu'il était temps que je lui montre mes photos. Et il avait raison. Je ne pouvais pas continuer à refuser, ce n'était pas juste. Alors, j'en ai envoyé quelques-unes. Je ne sais pas s'il m'a reconnue, puisque c'était il y a longtemps la dernière fois qu'il m'avait vue au lycée. Peut-être qu'il ne se souvenait vraiment pas de moi. Après 2 jours, il m'a dit qu'il m'aimait, et c'était franchement le jour le plus heureux de ma vie. Je voulais le rencontrer pour de vrai à présent, et lui montrer qui j'étais vraiment. Mais un jour, on a eu une grosse dispute, et on a perdu contact. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si coupable d'avoir menti, mais je lui en veux aussi de ne pas vouloir me rencontrer, alors que j'ai assez confiance pour le regarder dans les yeux et tout lui avouer. C'est assez rigolo et bizarre qu'on ait eu une relation virtuelle pendant plus d'1 an, et que pendant tout ce temps, il ne savait pas que j'étais la fille qu'il voyait au lycée. Cela fait 3 mois maintenant, et je n'ai pas de nouvelles de lui. Il me manque tellement, et j'attends toujours qu'il m'appelle. Vous pensez que je dois abandonner? Ou que je devrais le contacter et essayer de le rencontrer pour tout avouer? Ou pensez-vous qu'il sait déjà qui je suis et qu'il fait semblant de ne pas le savoir? Dites-moi dans les commentaires en dessous ce que vous pensez. Et merci d'avoir écouté mon histoire. Parfois, un ex ressurgit dans votre vie. C'est un moyen pour l'univers de vous tester, pour voir si vous êtes toujours aussi stupide, pour tomber à nouveau amoureux de cette personne. Honnêtement, si vous êtes le genre de personne qui a tendance à retourner avec son ex, prenez cette histoire comme un signal d'alarme et arrêtez avant de devenir stupide comme moi. J'étais profondément et follement amoureuse de lui, même s'il n'était pas si beau que ça. Il y avait juste quelque chose en lui qui me plaisait. Il s'appelait Jérémy, et il n'était pas comme les autres mecs de la fac. Pour commencer, il avait l'air beaucoup plus âgé, et il avait un fin sens de l'humour. Il faisait tout le temps rire les gens. Ce n'était pas spécialement un bon étudiant. Il séchait souvent les cours. Alors mes amis m'ont prévenu qu'il pourrait avoir une mauvaise influence sur moi. Mais je m'en fichais. Je le trouvais irrésistible. Il avait une moto et faisait souvent des courses avec ses amis le soir. Ce qui est bien sûr totalement illégal. Mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il était gentil avec tout le monde. Il habitait dans le quartier. Donc je le voyais souvent aider aux tâches, réparer des objets, laver la voiture et même jardiner pour ses parents. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il avait l'air si fort et si masculin. Mais je devrais arrêter. Il faut que je laisse ces souvenirs magiques de nos débuts derrière moi. Vous voyez, il a commencé à changer. Et pas dans le bon sens. Un groupe entier de nouveaux motards est arrivé dans notre ville. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ces nouveaux mecs n'étaient pas comme Jérémy et ses amis. C'étaient des rebelles et ils avaient le goût du risque. Soudainement, Jérémy a tourné le dos à ses amis et a rejoint la nouvelle équipe de motards. Un jour, il me les a présentés, et je n'y croyais pas. Sur le chemin, il taquinait les gens dans la rue, même les vieux, et je ne le reconnaissais pas du tout. Il était devenu téméraire et arrogant, et l'ancien Jérémy me manquait tant. Il empirait de jour en jour, mais il m'aimait toujours beaucoup, et il fallait que j'accepte qu'il avait changé, et que mon copain était comme ça à présent. Puis les choses ont commencé à empirer davantage. Je suis allée chez lui un soir et quand je suis entrée, il embrassait une fille super sexy. Et quand il m'a vue, il ne s'est même pas arrêté. C'est comme s'il pensait qu'il ne faisait rien de mal.
Mais soudainement, la fille l'a repoussé et m'a dit que si je racontais ça à quelqu'un, ma vie en serait le prix. Je restais là à trembler. C'était incroyable. C'était la copine d'un des motards. Je suis partie en courant, après avoir rompu avec lui. J'avais le cœur complètement brisé. Mais les mois suivants, je ne parvenais pas à l'oublier. Il m'obsédait, même après ce qu'il avait fait. Parfois, il m'appelait et attendait en bas. C'était de la torture. Tout ce que je voulais, c'était de courir dans ses bras pour l'enlacer fort. Je savais qu'il n'aimait pas cette autre fille. J'étais celle qu'il aimait. Peut-être que parmi vous, certains comprennent. Même si j'étais toujours blessée, je ne pouvais pas l'ignorer. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et dans un moment de faiblesse, j'ai accepté de retourner avec lui. Mais à une condition, qu'il quitte le groupe de motards pour de bon. Il a accepté et on était de nouveau en couple. Mais notre bonheur n'a pas duré longtemps. Comme il m'a trahi auparavant, j'étais constamment dans le doute et mal à l'aise. Des petits riens se transformaient vite en grosses disputes. Et ça devenait difficile. Quand nous étions tombés amoureux, il était si gentil et délicat. Mais maintenant, il était en colère tout le temps. Il brisait souvent des objets dans sa chambre et partait en me laissant. Un jour, on a eu une grosse dispute, car j'ai entendu qu'il traînait toujours avec un des bad boys. Il était si énervé contre moi qu'il est parti et n'est jamais revenu. Je ne pouvais pas le supporter. Notre relation était un désastre, et je n'avais plus le courage d'essayer de la sauver. C'est comme si j'étais la seule qui essayait d'arranger les choses, alors que lui était égoïste, impatient, et se fichait de mes sentiments. Au final, j'en ai eu marre. J'ai rompu avec lui à nouveau. Et vous savez quoi? Il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de l'hôpital, disant qu'il avait eu un accident. J'ai tout de suite foncé là-bas, et j'ai vu qu'il avait été grièvement blessé lors d'une course. Sa moto était entièrement détruite, et il s'était blessé à l'épaule et à la jambe gauche, en sautant de sa moto, quand il s'est rendu compte qu'il allait avoir un accident. Je pleurais assise à côté de lui. Je ne pouvais pas supporter ça. Je suis partie dès que ses parents sont arrivés. Il appelait mon nom, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas le regarder à ce moment-là. Quand il fut guéri, il est venu me voir. Concrètement, il me suppliait de lui pardonner sur le seuil de la porte, et mes parents avaient de la peine pour lui. Il a même dormi ici une nuit. J'ai fini par céder et je suis allée le voir. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, mais qu'il ferait n'importe quoi pour que je le reprenne. Il m'a promis de ne plus jamais me tromper, ni de voir son groupe de motards, et ni même de faire des courses. Il a dit qu'il voulait retrouver le bon vieux temps. Puis il m'a pris dans ses bras, en me disant qu'on aurait un merveilleux avenir ensemble. Mais quelques semaines plus tard, en sortant de cours, il y avait une moto garée devant le campus. J'ai tout de suite reconnu le mec. C'était un de ces motards rebelles. Il m'a dit de venir et de monter derrière lui rapidement, car Jérémy avait besoin de mon aide. Je paniquais, et quand il s'est garé devant une maison abandonnée, j'ai encore plus paniqué. J'ai couru à l'intérieur, et Jérémy était attaché à une chaise. Le mec qui m'avait amené m'a brusquement attrapé, puis m'a embrassé devant Jérémy. J'ai essayé de le repousser, mais il était trop fort, et Jérémy criait pour qu'il arrête. Le mec s'est tourné vers lui, et lui a dit que s'il osait s'approcher à nouveau de sa copine, il ne serait pas le seul. Oh mon Dieu! J'étais si bête! Pendant tout ce temps, il m'avait trompée avec cette fille. Je ne voulais plus jamais le revoir. Le truc fou, c'est qu'il ne me laissait pas tranquille. Il a continué de me supplier de le reprendre. Je ne comprends pas. Si une personne vous aime et vous apprécie vraiment, elle ne vous trompera pas. Elle ne brisera pas ses promesses et ne vous fera pas souffrir. Donc clairement, Jérémy ne m'aimait pas. Sinon, il ne m'aurait pas aussi maltraitée. J'ai finalement décidé de ne jamais me remettre avec lui. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mes parents n'étaient pas géniaux. Ils étaient même nazes. Ils se disputaient, jouaient au casino, buvaient trop et ne prêtaient pas attention à moi. Je me souviens que je pleurais de faim car il n'y avait rien à manger parce que mes parents avaient dépensé leurs derniers 20 $ pour de l'alcool. Quand j'avais 5 ans, les autorités m'ont emmenée. Mes parents n'avaient pas l'air dérangés car ils n'ont pas essayé de changer pour me récupérer. Une nouvelle famille m'a adoptée. Ils étaient sympas et vivaient dans un joli quartier. Ils travaillaient dur et prenaient soin l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais rêvaient de fonder une famille. C'est pour ça qu'ils ont voulu m'adopter.
Ils ont tout fait pour que je sois bien accueillie, et très vite je me suis sentie comme faisant partie de la famille. 1 an plus tard, ils ont adopté une fille d'1 an, ma cadette, Elisa. Elle était sujette à des crises soudaines. J'imagine qu'elle avait un lourd passé. Parfois, elle avait aussi l'air bien plus mature que son âge. Je pense qu'on avait une relation de sœur normale. C'était beaucoup on s'aime puis on se déteste, mais au fond je l'aimais comme ma vraie sœur. Puis la chance a fini par nous tomber dessus. L'entreprise de mon père a connu le succès. La presse lui a posé des questions, et il y a même eu un article sur lui dans le journal national. La semaine suivante, j'étais surprise de voir que mes parents biologiques m'avaient envoyé une lettre, où ils me disaient à quel point ils regrettaient leur comportement, mais qu'ils avaient eu des périodes difficiles. Ils allaient mieux à présent, et ils voulaient reprendre contact avec moi. Je ne comprenais pas. Alors j'ai montré la lettre à mes parents adoptifs, et ils m'ont dit de suivre mon cœur. J'adore ma nouvelle famille. Mais une partie de moi attend toujours mes parents biologiques. Je savais que je devais leur laisser une chance. Ils sont venus chez moi, ils étaient si chaleureux et accueillants, et ma mère biologique n'arrêtait pas de m'enlacer et de m'appeler sa fille chérie. Aussi gênant que ça puisse paraître, ça me plaisait bien. Ils avaient fait longue route, alors mes parents adoptifs ont proposé qu'ils dînent ici. Puis ensuite, ma mère biologique s'est plainte d'avoir une migraine. Elle souffrait, allongée sur le canapé. Puisqu'il se faisait tard, mes parents adoptifs leur ont proposé la chambre d'amis. Le lendemain, je suis allée dans la cuisine et j'ai vu mon père biologique en train de faire des pancakes, pendant que ma mère biologique parlait à mes parents adoptifs. Je n'arrêtais pas de sourire. C'était génial. Ma sœur est arrivée, mais elle a fait demi-tour dès qu'elle nous a vus. Son comportement désagréable me dérangeait, mais je pensais que c'était de la jalousie, puisqu'elle n'avait plus aucun contact avec ses parents biologiques. Ce soir-là, mes parents adoptifs m'ont dit que si je le voulais bien, mes parents biologiques pourraient passer les vacances d'été ici. J'étais super contente, car j'allais avoir du temps pour apprendre à vraiment les connaître. Elisa ne s'en réjouissait pas. Je l'ai vue se disputer avec ma mère, et j'ai entendu un bout de la conversation. Il y a quelque chose qui cloche chez eux. Elle s'est tue en me voyant. J'ai dû me mordre les lèvres pour ne rien dire. Pourquoi ne pouvait-elle pas juste être contente pour moi ? Pendant les semaines suivantes, j'ai passé de super moments avec mes parents biologiques. Peu importe que j'ai 18 ans, je voulais faire tout ce que je n'ai pas pu faire avec eux quand j'étais enfant. C'était génial. Ils semblaient avoir changé. Bon, oui, jusqu'ici ils n'avaient rien payé, car une fois ma mère biologique avait oublié son sac à la maison, et une autre fois, ils avaient eu un problème avec la banque. Mais ce n'était pas grave. Je payais tout avec mon argent de poche de l'été. Elisa n'était pas sympa avec mes parents biologiques. Elle leur parlait à peine. Et quand c'était le cas, c'était pour faire du sarcasme. Un jour, j'ai donné 20 $ à mon père biologique, car il ne trouvait pas son porte-monnaie. Et Elisa a grogné. Ouais, bien sûr, c'est le cas. Je lui ai demandé de s'expliquer, et elle m'a dit que je devrais me méfier d'eux, car elle avait vu ma mère biologique essayer les vêtements et bijoux de notre mère, et mon père biologique qui tournait autour du bureau de notre père. Je lui ai demandé d'arrêter d'être verte de jalousie, parce que ça ne lui allait pas du tout. Les vacances d'été se sont terminées et mes parents sont rentrés chez eux. On s'est mis d'accord qu'ils viendraient passer un long week-end chaque mois. Dès qu'ils étaient là, Elisa était odieuse. Elle s'enfermait dans sa chambre et refusait de leur parler. Un jour, la veille de leur départ, mes parents biologiques ont invité mes parents adoptifs à se joindre à eux pour séjourner dans leur ville, pour les remercier. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre, car ils étaient ric-rac avec l'argent. Mes parents adoptifs voulaient y aller, mais Elisa n'a pas arrêté de dire à quel point ils ne pouvaient pas se permettre de rater leur rendez-vous professionnel important le lendemain. Et elle a fait un commentaire sarcastique à mes parents, en disant que les gens du vrai monde devaient travailler. Elisa était si méchante, c'était hyper gênant. Mes parents adoptifs ont poliment décliné l'invitation, puis mes parents biologiques sont partis. Le jour suivant, mon père adoptif ne se sentait pas bien. Alors ma mère m'a emmenée au travail avec elle. Apparemment, il était temps que je découvre l'entreprise familiale. Ma sœur voulait venir, mais ma mère a refusé car elle avait été désagréable avec les invités. Elisa était en colère et a dit que mes parents biologiques étaient des escrocs et qu'on était stupide de ne pas le voir. Puis elle est partie en tapant des pieds. Un chauffeur nous a emmenés au rendez-vous. Sur le chemin, une autre voiture nous a foncé dedans. C'était un délit de fuite. On était tous prisonniers de la voiture. C'était terrifiant.
Heureusement, l'ambulance est arrivée très vite et nous a tous sortis de là. Ma mère avait une entorse au poignet et moi seulement des coupures et des bleus. Mais les blessures du chauffeur étaient plus graves. La police a mené une enquête et a rapidement trouvé qui se trouvait dans l'autre voiture. C'étaient mes parents biologiques. Il se trouve qu'Elisa avait raison et qu'ils étaient diaboliques depuis le début. Ils croyaient que mes parents adoptifs étaient dans la voiture. Pas moi. Ils voulaient que mes parents meurent pour me pousser à leur donner l'argent de l'héritage. Heureusement, ils sont maintenant tous les deux en prison. Et avec du temps, le chauffeur s'en sortira. Je n'arrive pas à m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si mon père conduisait, avec ma mère sur le siège passager, ou si ma sœur était allée avec eux. J'aurais pu tous les perdre. C'est dommage que mes parents biologiques aient brisé ma confiance comme ça. Je regrette de les avoir laissés entrer dans ma vie à nouveau. Je me demande comment ils peuvent être aussi diaboliques. La famille n'est pas toujours le sang et les gènes. Je sais maintenant que c'est beaucoup plus que ça. Je m'inquiète de devenir comme eux. Mais ma famille adoptive me dit toujours que ça n'arrivera jamais, parce que j'ai un grand cœur. Il va falloir du temps pour que je digère ce qui s'est passé. Mais avec l'aide de ma famille géniale, je sais que j'y arriverai. L'été avant de devoir rentrer à la fac, j'ai fait du secrétariat chez un mécanicien. Un des mécaniciens, qui s'appelait Georges, a commencé à me draguer presque immédiatement. Et après 2 jours de travail, il m'avait déjà proposé qu'on se voie. Au final, ce fut un coup de foudre. Il me faisait voir la vie en rose. Je l'ai présenté à tous mes amis, et tout le monde l'adorait. Puis un malheur est arrivé. Un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait eu un accident, et que son bras était cassé. Il a dit qu'il ne pourrait pas travailler pendant un moment, et il ne savait pas comment il allait payer son loyer. J'ai proposé de l'aider en lui disant que je lui donnerais 1 000 $. J'avais vraiment besoin de cet argent pour ma première année de fac. Mais je savais qu'il me rembourserait. Et il l'a fait. La semaine suivante, il m'a donné 200 $. Puis je lui ai demandé quand il pouvait me donner le reste. Et c'est là que ça a commencé à déraper. Il ne m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, mais soudainement il n'était plus du tout joignable. J'ai appelé son coloc. Il a dit que Georges était parti. Il avait tout pris. Son lit, ses meubles. Il n'y avait plus rien. J'ai commencé à paniquer. Où était-il parti? J'ai contacté tous ceux que je pouvais pour leur demander. Et un mec a raccroché quand j'ai prononcé le nom de Georges. Puis il m'a envoyé un message en disant que Georges lui devait beaucoup d'argent et qu'il ne voulait pas entendre parler de lui, sauf si c'était pour dire qu'il allait le rembourser. J'étais tellement choquée. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Puis quelques jours plus tard, un de ses amis m'a appelé et m'a dit que Georges était un peu en dépression et qu'il faisait une retraite méditative de silence pour essayer de faire le vide. Ok, ça faisait sens. Enfin, il aimait bien méditer. Puis un soir, on frappa à ma porte. Il était tard et je priais pour que ce soit Georges. Mais non, c'était une vieille femme. Je ne la connaissais pas. Elle pleurait en disant qu'elle était la mère de Georges et qu'elle venait d'apprendre que Georges venait de décéder. J'ai tout de suite fondu en larmes et on s'est enlacés. Elle a dit que Georges avait beaucoup de dettes et qu'un gang l'avait tué. Non, criai-je. Ça ne pouvait pas être vrai. Georges ne faisait pas de jeu d'argent. Mais c'était vrai. Et il a fallu que je m'y fasse. Il était parti et il ne reviendrait pas. Et il n'y avait pas d'obsèques. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai failli ne pas aller à la fac. Mais mes amis m'ont convaincu que ce serait positif pour moi. Puis j'ai fini par rencontrer un nouveau mec, Arnaud. Et c'est rapidement devenu sérieux. Je lui ai parlé de Georges et il était très compréhensif. 1 an plus tard, il a réservé un voyage surprise pour mon anniversaire. Et je commençais enfin à me sentir de nouveau normale. Il a loué une voiture pour qu'on aille dans un bungalow près de la plage. Mais en chemin, la voiture est soudainement tombée en panne. On était littéralement au milieu de nulle part. Donc on a passé des appels pour essayer de trouver un garage qui nous dépanne. Ça nous a pris plus d'1 heure pour trouver de l'aide. Puis encore 30 minutes pour être dépannés. En arrivant, je suis allée m'asseoir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Georges. La dernière fois que j'avais été dans un garage, c'était quand on travaillait ensemble. Arnaud était occupé à parler au mécanicien. Puis il m'a appelé. « Chérie, j'étais en train de dire au mécanicien que tu travaillais aussi dans un garage. » J'ai levé les yeux et je pensais halluciner. C'était Georges. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Et j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. Arnaud a couru vers moi pour me demander si ça allait. Et je lui ai dit que c'était Georges. C'était bien lui. Je me suis mise à crier son nom.
Et le manager est venu en me demandant si ça allait. Et j'ai demandé où était parti Georges. Il a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici. Puis il a demandé à Arnaud si j'avais peut-être besoin de m'allonger quelque part. Il ne me croyait pas. Mais je jure sur ma vie que c'était lui. J'ai écrit à ses anciens amis en leur disant que je venais de le voir. Et l'un d'eux a répondu immédiatement, en disant qu'il me croyait, et qu'il allait venir pour essayer de le trouver. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Il a réparé notre voiture et s'est enfui avec. Le manager devenait fou et criait son nom. Bon, on revient tout de suite ou j'appelle les flics. Et je me tenais là en criant qu'il s'appelait Georges et pas Ben. Puis j'ai décidé d'appeler sa mère. Elle a répondu et a fait semblant de ne pas savoir qui j'étais. Et elle a dit que son fils était vivant et bien portant. Et que de toute évidence, quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Ça devenait de plus en plus bizarre. J'ai appelé les flics et leur ai tout raconté. Et ils ont dit que Georges était sur la liste des personnes disparues. Et qu'ils essayaient de le localiser depuis 1 an et demi. Je leur ai dit qu'ils venaient de voler notre voiture. Et je leur ai donné le numéro de plaque. Puis ils ont dit qu'ils allaient essayer de le trouver. Et puisque les flics m'ont prise au sérieux, Arnaud aussi. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils sont allés chez sa mère. Et il se trouve qu'elle avait tenté de le protéger, en l'aidant à faire croire qu'il était mort. Car il était trop endetté et il l'avait menacé en disant qu'il vendrait sa maison si elle n'acceptait pas de jouer le jeu. J'avais la nausée, c'était dingue. Alors il était sorti avec moi juste pour me soutirer de l'argent. Et pendant tout ce temps, je pensais qu'il m'aimait. Je me sentais vraiment bête. Bon, les flics l'attraperont sûrement bientôt. Enfin, ça ne doit pas être si dur de le trouver. Et quand ce sera le cas, il va avoir de gros ennuis. Il doit tellement d'argent à tant de personnes. Maintenant, j'étais en fait contente que notre voiture soit tombée en panne. Sinon, on n'aurait jamais vu qu'il était toujours en vie. Même si je suis ennuyée aussi. Car nos sacs et mon sac à main étaient dans la voiture.